Ok. Euh, Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire des jeudis de l'AFGC, un des webinaires qui sont maintenant bien installés dans le paysage. On a abordé lors de précédents webinaires le futur fascicule 65, hein, qui est encore en enquête publique jusqu'à demain. Donc vous pouvez encore répondre à cette enquête publique. On a balayé une autre thématique en début de mois qui était consacrée à l'Eurocode 8. Et dans la diversité des sujets que nous voulons aborder et présenter dans le cadre de la FGC, on va aborder aujourd'hui, on a choisi de mettre en avant les lauréats du concours jeunes de la FGC dont les prix ont été remis il y a quelques jours lors des GC 2026. Prix concours jeune qui est destiné au moins de 35 ans et qui avait bénéficié d'un jury d'exception de professionnels de la FGC et en présence également de Jérôme Stubler. Le concours a été très riche, hein. Il y avait plus de 20 dossiers, 20 de candidatures qui ont été reçus avec des dossiers de qualité, ce qui a conduit aux prix qui ont été remis lors des dernières GC. Donc ce soir, vous allez avoir trois présentations de lauréats. Dans leur ordre de passage, Gaëtan Chazec, étudiant à l'époque à l'ESTP, qui avait présenté un projet de fin d'études sur la conception d'un outil coffrant pour des radiers sur la ligne 15 Ouest-Sud. Gaëtan qui a été lauréat du prix étudiant de ce concours jeune. Ensuite, nous aurons Louis Collin d'EDF qui a présenté un projet sur la caractérisation expérimentale et numérique de cloisons en maçonnerie. Donc, Louis a été lauréat du prix chercheur. Et enfin, nous aurons une présentation de Mouna Boumaza de Vinci Construction Grand Projet qui va nous parler de béton bas carbone avec des sujets autour de la durabilité, de la normalisation et une orientation sur l'international. Mouna qui a été lauréate du prix Jeune Actif. On va partir sur des présentations d'une quinzaine de minutes environ. Il y aura possibilité de poser vos questions, d'avoir un temps de questions-réponses d'environ 5 minutes après chacune des présentations. Et en tout cas, on vous invite à poser vos questions dans le chat, ce qui nous permettra de modérer les questions. Voilà, je vais passer la parole donc à au premier présentateur qui est Gaëtan Chazeix, donc prix étudiant du concours jeune. C'est à toi, Gaëtan. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gaëtan Chazé et je suis lauréat du prix étudiant du concours Jeune. Et je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est en train d'arriver. On a ton écran d'ordinateur. Mhm. Coupe peut-être ta caméra, effectivement. Ton réseau a pas l'air très bon. Ouais, c'est mieux comme ça? Alors, la présentation est en train d'arriver. Elle n'est pas tout à fait. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, peut-être la basculer en plein écran. Voilà, c'est bon. Bah, C'est écoute, bon? c'est à toi, Gaëtan. Alors, imaginez-vous à 26 mètres sous terre, au cœur du chantier de la future gare Nanterre-La Folie. Autour de vous, des parois moulées en béton et une équipe mobilisée pour construire un ouvrage clé, le radier. Comment réaliser à 26 mètres de profondeur un radier composé de deux plans inclinés parallèles à géométrie non uniforme, tout en associant sécurité, production et environnement? C'est l'objet de mon projet de fin d'études, conception, fabrication et exploitation d'un outil coffrant pour les plans inclinés des radiers des gares de la ligne 15 ouest-sud du Grand Paris Express. Ce projet de fin d'études est l'aboutissement de mon stage de fin d'études d'ingénieur à l'ESTP. Il a été réalisé au sein de Dodin Campement Bernard, filiale du groupe Vinci Construction. Dodin Campement Bernard est une entreprise française de génie civil
Elle est spécialisée dans les infrastructures de transport, les travaux souterrains, les infrastructures énergétiques. Euh, En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 209 millions d'euros et représente plus de 500 collaborateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de replacer ce travail dans son contexte. En 2023, la Société des grands projets a attribué à Vinci le marché de conception et de réalisation de la ligne 15 Ouest-Sud du Grand Paris Express. On parle ici d'un tronçon de 14 kilomètres de tunnel reliant Pont-de-Sèvres à La Défense et de 5 gares souterraines, dont celle de Nanterre-la-Folie. Mon projet de fin d'études a été réalisé sur cette dernière gare et sur un sujet commun aux 5 gares du projet. Plus particulièrement, il intervient sur la phase de génie civil et sur la réalisation du dernier niveau de la gare, le radier. Pour permettre le ripage du tunnelier, le radier est traversé par une voie de passage composée de deux plans inclinés parallèles, tous deux équipés de rails sur lesquels reposeront les chariots de roulement du tunnelier qui permettront son bon déplacement. La réalisation du radier s'effectue en deux phases. Tout d'abord, un pré-radier correspondant au fond de fouille de la voie de passage, qui a notamment en charge l'étanchéité de l'ouvrage, puis le radier supérieur correspondant au plan incliné de ripage. Les longrines présentent une géométrie particulière avec une cassure située au premier tiers qui représente 4 degrés de différence entre les deux pentes, entre ces doubles pentes. Ce critère est identique sur les 5 gares du projet grâce au marché de conception-réalisation. Ces longrines font partie intégrante de l'ouvrage définitif et conditionnent le bon alignement des tunneliers. Leur réalisation est complexe, notamment en raison de difficultés liées à la stabilité du coffrage lors du bétonnage, des exigences élevées en termes de précision et de qualité liées à l'opération de ripage du tunnelier, et aussi du travail en sous-œuvre, habituellement réalisé à l'aide de coffrages traditionnels en bois, peu adaptés à ce type de géométrie complexe, nécessite de nombreux ajustements qui sont relativement risqués et peu pratiques sur site. L'enjeu de mon stage était donc de développer un outil de coffrage réutilisable pour les plans inclinés des radiers des gares de la ligne 15 Ouest-Sud. Face à ce problème de chantier et à la feuille blanche que j'avais face à moi, j'ai abordé ce problème comme un véritable projet d'ingénierie. Afin de cadrer ma réflexion, j'ai d'abord posé des hypothèses de départ. Celles-ci portaient notamment sur la quantification des données nécessaires au dimensionnement de l'outil, les contraintes appliquées, les tolérances à respecter, ainsi que les volumes et linéaires des radiers à réaliser sur les 5 gares. J'ai ensuite défini les objectifs du projet en traduisant les besoins du chantier en critères concrets. Pour ça, je me suis appuyé de la méthode SMART que j'avais pu apprendre à l'ESTP. L'outil coffrant devait répondre à quatre grands objectifs. Tout d'abord, garantir la sécurité tout en réduisant la pénibilité pour les compagnons. Atteindre une cadence d'au moins 10 mètres linéaires par jour. Ensuite, on avait un budget maximal pour le critère financier, un budget maximal de 100 000 euros. Et enfin, l'objectif était de limiter l'impact carbone, d'avoir l'outil le plus durable possible, tout simplement. Par la suite, j'ai mis en place un outil numérique pour suivre et coordonner le projet. Le projet a été piloté à l'aide d'un planning de type Gantt, réalisé sur Excel et qui était mis à jour de manière hebdomadaire. Cela m'a permis d'avoir une vraie agilité, une vraie flexibilité, on va dire, dans la coordination des différentes parties prenantes. Euh, Enfin, une analyse des risques a été menée pour chaque étape, avec à chaque fois une parade associée. Cette analyse s'étendait vraiment de la phase de conception jusqu'à l'utilisation sur site. Donc, sur la base de cette méthodologie, une solution de coffrage inédite a été développée.
L'outil repose sur une conception modulaire en 5 modules organisés autour d'un châssis longitudinal robuste en profilé IPE et qui était dimensionné pour reprendre les efforts liés à la poussée du béton et aussi au déplacement de l'outil. En effet, on parle d'un outil qui mesure 12 mètres de long pour un total de 18 tonnes. Son déplacement impliquait donc des contraintes à prendre en compte. Afin d'assurer la stabilité et la robustesse, des contreventements ont été intégrés tout en optimisant les sections au maximum pour limiter le poids, le coût et aussi l'impact environnemental de la fabrication d'un tel outil. Une voie centrale permet la circulation des compagnons en toute sécurité et chaque module est équipé de 4 anneaux de levage, chacun avec une CMU de 5 tonnes qui garantissait une manutention en toute sécurité en sous-œuvre. Les exigences de sécurité nous ont conduit à l'ajout de garde-corps, comme vous pouvez le voir, et à des espaces de rangement dédiés. Donc, c'était des boîtes qui étaient tout simplement fixées sur le châssis de l'outil. Sur ce même châssis, on a donc pu assembler ensuite des panneaux coffrants standardisés aux dimensions des radiers de la ligne 15 ouest-sud. Ces panneaux coffrants étaient démontables. Voilà. On a aussi prévu des marches d'accès, pardon, qui étaient sécurisées sur l'outil. La stabilité de l'ensemble était assurée par un système combinant vérin réglable type Mago pour le réglage altimétrique de l'outil et des tiges d'ancrage qui étaient des tiges de coffrage tout simplement permettant donc à l'outil d'être ancré dans le préradier qui était coulé en première phase et qui était donc la plateforme de roulement de l'outil. Le déplacement, lui, de l'outil est assuré par des roues rétractables et des galets latéraux qui étaient guidés par des cornières préalablement placées à l'aide de repères topo sur le préradier. Le déplacement de l'outil peut être réalisé de deux manières, soit par traction avec un treuil, soit par propulsion euh, avec un chariot roulant, par exemple. Une fois l'outil conçu et fabriqué, sa pertinence a été évaluée en conditions réelles de chantier au regard des objectifs initiaux. Sur le plan de la sécurité, nous avons tenu nos objectifs avec 0 MP et 0 AT détecté. Ensuite, cela nous a aussi permis enfin, cela a été rendu possible par une réduction de 25% des opérations en zone à risque, notamment lors des phases de réglage et de bétonnage. Sur le plan de la production, les contrôles après bétonnage montrent tout simplement zéro non-conformité comparé au plan fourni. En termes de productivité, le temps de mise en place et de réglage du coffrage a été fortement réduit comparé aux solutions antérieures. Et ensuite, sur le critère financier, donc l'outil est bien resté dans le budget prévu à cet effet, à savoir rester en dessous des 100 000 euros fixés. Enfin, en termes de critères, à l'aide du logiciel SolidWorks Sustainability, j'ai pu calculer une différence de 26% par rapport aux solutions antérieures en termes d'impact carbone. Donc là aussi, ce n'est pas négligeable. Au-delà de la solution technique en elle-même, ce travail a permis de créer de la valeur à plusieurs niveaux. Au niveau de l'entreprise, l'outil constitue un véritable levier de développement avec une solution clé en main, directement adaptable à différents types de chantiers. Euh, le fait de pouvoir démonter les panneaux coffrants le rend aussi utilisable sur d'autres projets que la ligne 15 Ouest-Sud. Ensuite, une amélioration de la performance globale. Ça passe par la réduction des aléas liés au coffrage et des plans inclinés,
va aussi par une meilleure maîtrise des délais et de la qualité géométrique des radiers. Enfin, pour l'entreprise, cela apporte un avantage compétitif, c'est un critère de différenciation technique, euh, et ça renforce aussi la crédibilité du groupe Vinci sur les grands projets d'infrastructure. En termes de valeur créée, on peut aussi mettre cela à l'échelle du monde du génie civil. Ce travail donc, illustre une évolution plus globale des pratiques, notamment une montée en gamme des savoir-faire par l'innovation et l'industrialisation des pratiques de chantier. La modernisation aussi de l'image du chantier peut être mis en évidence en démontrant que le chantier est un lieu d'ingénierie à part entière, intégrant toutes les parties prenantes du chantier. Et enfin, euh, cet outil contribue à la performance durable de la filière génie civil par une réduction de l'impact environnemental euh, de l'outil. Donc, pour conclure, ce travail de fin d'études m'a permis de mettre en pratique les compétences que j'avais acquises en école à travers un projet concret et ambitieux, à savoir la conception, la fabrication et l'exploitation d'un outil coffrant, non pas pour une gare, mais pour tout un projet. J'y ai appris à gérer la complexité technique et organisationnelle d'un grand chantier en mobilisant une méthodologie scientifique et rigoureuse. Ce projet a, on peut dire, enrichi ma formation en renforçant mes compétences en gestion de projet. Euh, voilà, les enseignements de l'ESTP, alliant rigueur académique et culture du terrain, m'ont donné les bases solides et les outils nécessaires pour réaliser ce défi. Enfin, cette expérience a confirmé mon attrait pour les projets dans des environnements complexes de génie civil et ont renforcé mon ambition de contribuer à des projets d'infrastructures durables de grande ampleur. C'est pour moi une étape vraiment décisive qui clôt mon parcours d'ingénieur à l'ESTP et qui ouvre la voie, j'espère, de nouveaux défis professionnels et académiques. Voilà, merci à vous. Si vous avez des Merci, questions. merci Gaëtan pour cette présentation. Donc, tu as été lauréat du prix étudiant du concours jeune de la UGC. Je sais que tu vas pleinement, prochainement, commencer ta vie professionnelle et on voit bien avec le projet que tu nous présentes bah, les apports que tu peux apporter, que tu peux amener à la profession. Euh, Moi, j'ai peut-être une question. Aujourd'hui, donc, tu l'as testé, toi, en grandeur nature, donc sur un Oui. projet. Est-ce Alors, que tu sais si l'entreprise a en perspective de le déployer sur d'autres lots qu'elle pourrait avoir dans d'autres villes, d'ailleurs? Monsieur Dobilier, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Le volume était coupé Pas de sur souci. le. Oui, non, non. Dans le retour d'expérience, tu faisais mention Hmm. du lot sur lequel vous avez déployé l'outil. Est-ce que l'entreprise a déjà en perspective de le déployer, de l'adapter sur d'autres opérations qui pourraient être d'ailleurs ailleurs que sur le Grand Paris Express? Oui, c'est pour ça que notamment on avait prévu la mise en place de panneaux coffrants démontables pour le rendre adaptable en fait à d'autres chantiers, d'autres géométries, euh, autres que le Grand Paris. Néanmoins, l'outil a déjà été conçu pour 5 gares, euh, ce qui représente au total des centaines de mètres linéaires de coffrage. Maintenant, la question va être de savoir est-ce que l'outil sera encore en capacité d'être utilisé sur ses pleines capacités à l'issue de cette utilisation sur les autres gares. Ça, on aura la réponse qu'à la fin de la ligne 15 ouest-sud, je pense.
Et en termes d'usure, est-ce qu'il y a un retour d'expérience qui peut être partagé? Est-ce que les pièces d'usure, les panneaux coffrants ou uniquement? Ou après, j'imagine que la charpente, elle est relativement démontable et transportable. Oui, alors l'usure, on avait bien prévu ça. L'usure ne se fera pas et ne s'est pas faite sur le châssis. Elle s'est faite sur toutes les autres petites pièces. Euh, Par exemple, les verres les roues de déplacement. Pour ça, on avait prévu justement dans notre appel d'offres, au moment de la fabrication de l'outil, un lot de pièces supplémentaires pour pouvoir, si par exemple une des roues lâche, pouvoir la changer sur place sans devoir attendre 1 à 2 semaines de livraison. Voilà, donc l'usure se fait essentiellement sur toutes ces pièces qui vont être manipulées euh, que sur le châssis en soi. Ok, merci. Alors, j'ai pour l'instant pas de questions dans le chat. Ou est-ce que certaines personnes voudraient lever la main, poser une question? On est en petit comité, donc c'est privilégié. Donc, on a la possibilité de vous donner la parole. Cette question? Bah, écoute, je te remercie, Gaëtan. Merci. Puis on espère que tu feras la publicité auprès des étudiants de l'ESTP ou de ton réseau, parce que je sais que tu travailles dans le réseau d'ingénierie du concours jeune pour la prochaine édition. Merci beaucoup, Gaëtan. Bien sûr, merci à vous. Merci. On va passer maintenant à la présentation que va nous faire Louis Collin de d'EDF, donc qui a été lauréat du prix chercheur. Euh, Vas-y. Alors, ça arrive, la présentation. Et voilà, on l'a à l'écran, tout va bien. Tu peux y aller, Louis. Parfait, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique qui me tient plus particulièrement à cœur. Comment mieux comprendre, mieux modéliser pour mieux décider. Alors, comment je suis tombé dans la marmite du génie civil? Peut-être en introduction, c'est que tout petit, j'adorais faire des Lego et j'avais un papa qui était docteur, donc j'ai toujours voulu être docteur en Lego. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais dans les faits, j'ai quand même fini par étudier la rupture des blocs en maçonnerie. Après un cursus plus généraliste avec une formation en génie civil à l'école normale supérieure, puis à l'école des ponts et chaussées. Et ensuite, j'ai effectivement fait un doctorat pardon, en maçonnerie, où on va en aborder la thématique aujourd'hui, au sein du laboratoire de mécanique Paris-Saclay avec le partenariat industriel d'EDF. Alors, effectivement, EDF est un acteur majeur du génie civil français avec de nombreuses infrastructures, que ce soit nucléaire, hydraulique, éolien, thermique, qui sont construites en cours de construction, en projet ou en démantèlement. Et ce sont évidemment des installations sensibles pour lesquelles les risques naturels doivent être maîtrisés. Et c'est pour ça qu'au sein de la R&D, je cherche plus particulièrement à justifier la tenue des équipements et des structures au séisme. Autant vous dire que ce n'est pas un sujet qui est très simple. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'apport de la corrélation d'images et des méthodes d'identification pour la sûreté des ouvrages. Comme vous le voyez, c'est pas un travail du tout qui a été fait en solitaire. En fait, vous avez de nombreux partenaires, les partenariats académiques, avec en particulier Fabrice Gattuin, Cédric Géry et François Hill qui ont encadré ce travail. Des partenariats industriels avec les équipes de DFR&D, des partenariats industriels avec des chercheurs brésiliens, des étudiants également qui ont participé. Ainsi, j'aimerais les mentionner, les techniciens qui ont permis tous ces essais. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire peut-être deux contextes industriels sur lesquels on va vraiment se concentrer aujourd'hui. Ce sont des contextes qui sont plus qu'actuels. Alors la présentation initialement avait été faite en janvier et effectivement dans la semaine qui précédait la présentation, on a vu plusieurs auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat concernant la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire. Il faut savoir que en fait, on ne prolonge pas une centrale nucléaire par habitude, on la prolonge vraiment par justification auprès de la SNR. Et donc, ça nécessite vraiment de prendre en compte de nombreux facteurs, notamment la réévaluation des niveaux d'aléas sismiques qui sont plus élevés que ceux établis lors de la conception des ouvrages.
Il faut donc modéliser plus précisément la structure et certains éléments secondaires, donc des éléments en maçonnerie. Et donc, l'objectif est de pouvoir aider à la décision de prolonger ou non ces infrastructures, avec quand même un objectif derrière qui est d'aider la France à conserver sa souveraineté énergétique tout en continuant à produire une énergie décarbonée. Donc, on a un vrai enjeu de souveraineté nationale. Un autre enjeu qui est assez propre au génie civil et qu'il faut mentionner, c'est le développement de matériaux biosourcés. Pareil, l'ADEME en faisait mention dans sa lettre recherche la semaine avant la première audition, avec ici des incertitudes qui sont légèrement différentes. Comme ce sont de nouveaux matériaux, on a encore pas mal d'incertitudes sur l'évolution en service des propriétés mécaniques de ces matériaux. Et donc, ce qui est attendu ici, c'est plutôt une modélisation précise du comportement du matériau pour aider à la décision et surtout éviter le surdimensionnement. Donc, vous l'aurez compris, en génie civil, pour prendre des décisions, il faut faire des simulations numériques. Et en fait, souvent, ces simulations numériques, elles sont alimentées par des campagnes expérimentales. Le vrai enjeu que j'ai voulu développer dans mes précédents travaux, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire le lien entre ces données expérimentales et ces données numériques. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui à travers 2 étapes qui sont principales. La première étape, c'est comment est-ce qu'on est capable de préparer des campagnes expérimentales en génie civil à l'aide d'essais virtuels pour faire en sorte qu'on puisse s'assurer que nos essais puissent permettre d'obtenir des simulations numériques qui soient fiables. Et dans un second temps, une fois qu'on a pu optimiser ces campagnes expérimentales, on va post-traiter les essais et donc faire correspondre données expérimentales et données numériques par des procédures de mise à jour de modèles pour converger vers un modèle qui est fiable et qui va donc permettre de prendre une décision robuste auprès des autorités dans des dossiers de justification ou lors de la conception de nouveaux matériaux. Passons donc à la première étape sur la conception des essais. Je vais m'intéresser plus particulièrement dans cette présentation à l'essai de compression diagonale qui est en fait souvent utilisé pour la maçonnerie pour déterminer sa résistance en fait à la traction et c'est représentatif des sollicitations que l'on peut retrouver dans des panneaux en maçonnerie soumis au séisme. L'idée, vous voyez, c'est que finalement on applique un effort vertical le long de la diagonale et on voit un faciès de fissuration apparaître avec une fissure qui peut intervenir au niveau des joints ou au niveau du mortier. À noter que si on suit strictement la norme qui est associée en fait avec ce type d'essai, on nous préconise simplement de mesurer les élongations et contractions le long des 2 diagonales, ce qui est en fait assez pauvre pour suivre finement les mécanismes de fissuration et bien visualiser les non-linéarités locales au sein du matériau. À l'inverse, en fait, ce que l'on peut faire avec la corrélation d'image, qui est une mesure de champ, c'est qu'on va venir comparer une image non déformée, sans chargement, avec une image déformée. On a appliqué un chargement et on peut voir typiquement un faciès de fissuration. Et on va venir en fait déterminer le champ de déplacement correspondant, ce que vous voyez ici, avec typiquement la fissuration qui est bien visible. Dans des endroits où on a des ruptures en fait de continuité au niveau du champ de déplacement. Donc l'idée, ça va être plutôt d'utiliser cette mesure de champ qui est assez riche pour comprendre les mécanismes de fissuration et en fait améliorer la compréhension du matériau. Une piste, lorsqu'on étudie des éprouvettes de génie civil, la problématique, c'est que finalement, on a des éprouvettes qui sont de taille relativement grande. Et donc, on va tout d'abord s'intéresser à essayer de capter la cinématique globale de l'éprouvette. Et pour cela, on va devoir utiliser des caméras qui sont plutôt des caméras champ large, donc qui vont regarder la cinématique globale de l'éprouvette. Mais vous voyez, au niveau du centre de l'éprouvette, on est assez peu précis. En fait, on a du mal à savoir où la fissuration passe. À l'inverse, une idée, c'est que si on vient zoomer avec une caméra au niveau de la zone où la fissure est initiée, on peut voir plus précisément où est-ce que la fissuration passe, en particulier, est-ce que ça passe à l'interface entre le bloc ou le mortier, est-ce que ça passe dans le mortier. Et donc, ce que je viens de vous montrer ici, en fait, c'est une nouveauté assez forte des travaux de thèse réalisés, c'est qu'en fait, on a développé un système de corrélation d'images avec un dispositif multi-vue, multi-échelle. Concrètement, vous avez 2 caméras qui sont champ large, qui viennent capter la cinématique globale de l'éprouvette, avec un angle d'observation différent pour faire un peu comme la triangulation, essayer de déterminer les champs de déplacement 3D de l'éprouvette. À l'inverse, on va également utiliser 3 caméras qui vont venir zoomer au niveau des conditions limites inférieures et supérieures, ce sont en fait les zones où on applique le chargement, et au centre de l'éprouvette, là où la fissuration est attendue, ou en tout cas on sait que normalement elle s'initie dans cette zone-là. Les avantages d'une telle mesure, c'est donc qu'on va avoir une mesure globale, 3D de l'ensemble de l'éprouvette, et en même temps on va venir améliorer la précision de la mesure dans nos zones d'intérêt. Là on applique le chargement, et là où la fissuration est attendue.
La problématique, quand on fait un tel mode d'instrumentation, c'est qu'on se retrouve avec une instrumentation complexe. Pour ceux qui font des expériences, globalement, on doit commencer à avoir un peu peur en se disant comment est-ce que je suis capable de mettre en place un tel dispositif. Et c'est pour ça qu'on passe aux essais virtuels avec l'idée de développer en fait un jumeau numérique de l'expérience. Concrètement, on est venu modéliser l'ensemble du dispositif expérimental sous Blender, qui est un logiciel open source. Donc en fait, il n'y a pas besoin de payer pour y avoir accès. Tout le monde peut le faire. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'on est venu importer notre mur de maçonnerie. On est venu le peindre avec un mouchetis. Ce sont des petites taches noires sur fond blanc qui sont utiles à la corrélation d'image. On a tout le dispositif expérimental dont le vérin et on est venu également ajouter l'ensemble des caméras avec les supports ainsi que les éclairages. L'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir venir générer des images qui sont réalistes de la zone d'essai et à partir de ces images réalistes, on va pouvoir mener une quantification des incertitudes de mesure sur toute la chaîne expérimentale. Concrètement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est qu'on va pouvoir optimiser certains paramètres expérimentaux comme la position de nos caméras, mais également la taille du mouchetis pour réduire les incertitudes de mesure et donc augmenter encore plus la précision de la mesure grâce à des données qui sont quantifiées. Ce n'est pas simplement un choix au feeling, c'est vraiment un choix où on a une quantification qui a été réalisée. À noter qu'on peut également vérifier lorsqu'on utilise un modèle numérique qu'on veut recaler à travers ces essais. On veut s'assurer que l'ensemble des paramètres de ce modèle numérique soient bien sensibles à cet essai et on va pouvoir venir en fait modifier également certains paramètres expérimentaux. Dans le cas des essais de compression diagonaux, on avait par exemple un paramètre qui était assez peu sensible quand on faisait un chargement monotone et c'est ce que je montre sur la figure finalement. En venant réaliser des cycles de charge-décharge, on a réussi à mieux l'activer. Donc concrètement, cette étape, elle est primordiale parce qu'elle permet de mieux anticiper les essais en génie civil, de mieux préparer des essais qui ont quand même une instrumentation qui est assez coûteuse, et en même temps de pouvoir s'assurer que ce que l'on va vouloir faire en termes de modèle numérique, en tout cas tous les paramètres sont bien sensibles aux essais, et on l'a fait pour des essais virtuels qui en fait n'ont pas de coût. Donc on a un réel gain à la fois de temps et un gain de coût pour des essais qui se passent mieux au final. On peut donc maintenant passer à la deuxième étape. Concrètement, on passe du dispositif virtuel au dispositif réel. Vous voyez ici, globalement, on a une très bonne correspondance entre ce qu'on avait simulé et ce qu'on a fait dans la réalité, et donc un réel gain de temps lors de la mise en place de l'essai. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que globalement, la corrélation d'image a un autre avantage, c'est qu'elle permet réellement de disséquer les essais en génie civil. Reprenons notre essai de compression diagonale. Voilà ce que l'on observe. Là, typiquement, ce que je vous montre, c'est les champs de déformation dans la direction horizontale. Alors, dans un premier temps, on a des champs élastiques. Donc, globalement, le matériau est dans un régime linéaire. Et ensuite, vous voyez, on vient de passer dans le régime plutôt fissuré. Et on voit bien la fissuration qui passe à la fois dans les éléments de mortier, mais aussi dans les éléments blocs. On voit bien ici la richesse des données qui sont collectées. À noter qu'on est allé plus loin dans ce post-traitement des essais en allant notamment quantifier les mécanismes d'endommagement à différentes échelles. Typiquement, on a pu montrer qu'on n'avait pas les mêmes mécanismes d'endommagement entre le mortier et le bloc. Et ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas du tout pu être possible si on avait utilisé l'instrumentation prescrite par la norme. Un autre exemple qui pour moi est très parlant, on parle maintenant de l'essai de triplé en cisaillement. C'est un autre essai très normé qui permet en fait de déterminer la résistance au cisaillement du mortier dans la maçonnerie. C'est vraiment très utilisé pour déterminer la résistance au séisme de ces éléments mortiers. Et globalement, ce que la norme prescrit de faire, c'est de faire un essai. Et pour chaque essai, vous pouvez collecter un point que vous allez pouvoir tracer dans le critère de Morcoulon. Et ensuite, il faut essayer de faire une régression linéaire pour calculer le critère de résistance de Morcoulon des éléments mortiers. Vous voyez ici, on a réalisé déjà 8 essais, ce qui est assez conséquent, et finalement, c'est assez compliqué de pouvoir tracer une droite qui serait une droite de critères. Et donc, on est un peu coincé parce que finalement, on sent bien que il va falloir énormément d'essais pour essayer de comprendre quel est le critère de rupture de la maçonnerie. À l'inverse, avec la méthodologie qu'on a utilisée, vous voyez ici, en fait, sur la gauche, l'évolution du champ de déplacement lors d'un essai de triple en cisaillement, et on voit typiquement la fissuration apparaître d'abord dans le joint de droite, puis dans le joint de gauche. L'avantage de la corrélation d'image, c'est qu'en fait, on peut calculer les hauteurs fissurées dans chacun des joints de mortier. Et en fait, au lieu d'avoir un seul point par essai dans le plan de Morcoulon, on est capable de calculer un point par image, ce qui est très différent de ce que la norme propose. Et en fait, concrètement, là où la norme ne permet avec 8 essais que d'avoir 8 points dans le plan de Morcoulon, on peut en générer jusqu'à 800. Et vous voyez qu'en fait, on arrive très bien à visualiser désormais le critère de Morcoulon et donc de déterminer la résistance de la maçonnerie sous séisme.
C'est bien à noter que finalement, on l'a fait avec le même nombre d'essais. C'est simplement une routine de post-traitement qui est complètement adaptée et qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Et donc, là aussi, de limiter les ressources matérielles, les ressources en temps. Donc, en tout cas, d'avoir une efficacité expérimentale associée avec la corrélation d'image. Un dernier exemple, peut-être, plutôt pour parler des essais sur des matériaux biosourcés. Un point qui est assez crucial lorsqu'on regarde ces matériaux, c'est d'essayer de savoir l'énergie de fissuration. Parce qu'en fait, c'est lié au mécanisme d'endommagement. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que je suis capable de déterminer l'énergie de fissuration. Et pour ceux qui font des essais sur des éprouvettes typiquement en flexion pour mesurer cette énergie, on se rend compte que en faisant 15-20 essais, on obtient une valeur moyenne, mais une dispersion assez grande des résultats. Alors, on a un peu feinté le système, on a développé un nouveau système de post-traitement qui utilise en fait les séries de Williams. Concrètement, vous voyez, on a un petit Pac-Man sur la figure de droite qui remonte au fur et à mesure que la fissuration s'ouvre. Et ce Pac-Man, qu'est-ce qui nous permet de savoir après plusieurs post-traitements? C'est de déterminer l'évolution de l'énergie de fissuration en fonction de la longueur de fissure. Et en fait, on voit typiquement sur la courbe de gauche deux phénomènes qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est que vous avez pas du tout une variation, une grandeur scalaire d'énergie de fissuration, comme le dit la norme. On a vraiment une évolution qui peut être très localisée. Typiquement, aux alentours de 2 cm, on voit qu'on a une augmentation brutale de l'énergie de fissuration qui est liée à la présence d'un granulat, ce qui peut expliquer également, lorsqu'on fait plusieurs essais, une grande variabilité. Et un deuxième point, c'est qu'on a une tendance d'augmentation de l'énergie de fissuration lorsque la longueur de fissure augmente aussi. Et ça, ce sont des observations, typiquement, si on n'avait pas utilisé la corrélation d'image, on n'aurait également pas pu le savoir, et donc on aurait dû multiplier les essais pour essayer de comprendre des mécanismes locaux qu'en fait on n'est pas en mesure de mesurer avec les capteurs analogiques seuls. Donc j'espère vous avoir montré déjà que la corrélation d'image permet vraiment de disséquer les essais et donc d'avoir une meilleure compréhension du matériau. La dernière étape, l'étape clé, c'est comment est-ce qu'on arrive à recaler nos modèles numériques. Pour ça, on va encore utiliser la corrélation d'image. On va repasser sur les sets compression diagonaux. Vous vous souvenez, on avait des caméras champ proche qui venaient zoomer au niveau des conditions limites en région 1 et 2. En fait, ce que l'on vient simplement faire, c'est qu'on va utiliser les champs de déplacement mesurés dans ces deux régions, 1 et 2, pour l'imposer à notre modèle numérique. Et donc, vous voyez que finalement, on a une très bonne correspondance entre les champs de déplacement mesurés et simulés. Et ça résout un problème qui est assez classique lorsqu'on veut faire des simulations en génie civil, qui concerne l'imposition des conditions limites, qui en fait va piloter globalement toute l'identification des paramètres derrière. Donc la première étape, c'est de justement faire le lien entre données expérimentales et données simulées en intégrant les conditions limites réellement mesurées. Et ensuite, on va pouvoir utiliser typiquement les données en effort et venir minimiser l'écart entre les données simulées et les données expérimentales par un algorithme de FEMU. Et donc, c'est comme ça qu'on va venir converger vers un jeu de paramètres optimal qui représente en fait la réponse globale mesurée expérimentalement. Et donc, à partir de ce modèle recalé, on peut prendre une décision, en tout cas extrapoler ce modèle pour pouvoir typiquement déterminer plus facilement la résistance de la maçonnerie sous séisme. En conclusion, plusieurs étapes ont été montrées dans cette courte présentation. Une étape d'optimisation des essais en génie civil, qui est une vraie nouveauté, qui permet de tester à moindre coût différentes configurations et donc d'optimiser les essais. On tend également vers moins d'essais physiques. Ça permet de réduire l'impact carbone de la filière et d'avoir un GC plus responsable. Je vous ai également montré qu'on avait une vraie efficacité expérimentale en utilisant la corrélation d'images avec des approches qui sont complémentaires aux normes actuelles. Finalement, on n'a pas forcément réinventé la Lune, on est plutôt parti des normes actuelles pour voir comment est-ce qu'on pouvait les adapter pour justement mieux comprendre les mécanismes des matériaux et avoir une compréhension vraiment plus fine à des échelles qui sont parfois à l'échelle plus microscopique que ce que la norme propose. Et on montre également que finalement, pour une richesse plus élevée de résultats, on a besoin de moins d'essais physiques, avec là encore cette idée d'un GC plus responsable. Enfin, on est capable de mettre à jour l'ensemble des paramètres du modèle en définissant précisément les conditions aux limites, et ce qui fait qu'un essai devient une référence pour caler n'importe quel type de modèle. Et donc, globalement, en fait, chaque essai devient un benchmark où chacun peut venir recaler un modèle de comportement en fonction des objectifs qu'il a besoin. Donc, on a bien mieux compris, mieux modélisé. Et le dernier volet, c'est de pouvoir mieux décider. C'est là qu'on a une visée industrielle dans tous les travaux qui ont été entrepris. Typiquement, un déploiement industriel qui est en cours à partir des modèles qui ont été recalés pour générer des abacs et des courbes de fragilité.
Et c'est à noter que c'est généralisable à toutes les infrastructures, la maçonnerie étant présente à la fois en centrale nucléaire, mais également jusqu'à Notre-Dame de Paris, en passant par le bâti courant. J'espère avoir voilà, donné quelques aspects de mon travail de thèse. Vous pourrez trouver de nombreuses publications sur Internet, également des vidéos de vulgarisation et quelques ressources pédagogiques. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. Merci Louis. Présentation très percutante, comme toujours, je dirais, parce que moi j'ai eu la chance de voir Louis l'année dernière aux rencontres universitaires de génie civil. Il l'a pas mentionné, mais il est également lauréat du prix René Houpert remis dans le cadre de l'AUGC. Donc vous voyez qu'entre le domaine académique et le domaine et le domaine enfin, profession génie civil, on a su reconnaître de la même façon la valeur du travail qui a été réalisé par Louis. Voilà, donc c'est en tout cas on converge vers ça. Khaled, je vois que tu lèves la main. Oui, j'avais une question pour lui. Merci Dis-moi. pour votre présentation qui était très claire. Ma question concernait le post-traitement. Donc, on voit bien tous les apports que peut apporter la corrélation d'image, mais pour les non-initiés je dirais, je ne sais pas si je dois dire que nous sommes, ou du moins que je suis. Qu'est-ce que ça représente en termes d'image, de vidéo et surtout en termes de data et comment se passe finalement un post-processing de Mhm. corrélation d'image? Alors la réponse va être compliquée parce qu'en fait alors en termes de data, donc là du coup on avait un système avec typiquement pour les 7 compressions diagonaux, on avait un système avec 6 caméras et on avait quasiment 800 images par caméra qui font chacune à peu près 30 à 40 mégaoctets. Donc globalement on arrive facilement à 400 gigaoctets de données à la fin d'un essai. Donc concrètement la question du post-traitement se pose assez légitimement pour savoir qu'est-ce qu'on post-traite. Alors, on a plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, on n'a pas post-traité les 800 images. On a des algorithmes d'optimisation qui permettent en fait de décider à partir de certaines données expérimentales quelles sont les images d'intérêt. Typiquement, à la phase élastique, ça ne sert pas forcément d'avoir 400 images. Donc voilà, on raffine aussi les images aux endroits où on a envie de les avoir. Et par rapport au post-traitement, c'est là où la question va être un peu différente en fonction du logiciel, en tout cas du code utilisé. Il y a des codes industriels qui ont le mérite d'exister et qui permettent de faire des mesures. On notait que là, dans le cadre du coup de la recherche, on est parti d'un code maison du laboratoire qui est le code Corelli 3.2. Que j'ai pas du tout codé, hein. C'est un code qui existe au laboratoire de mécanique Paris-Saclay et qui a été codé depuis de nombreuses années, qui présente l'avantage, à la différence de certains codes industriels, de vraiment jouer sur les paramètres de post-traitement. Typiquement, et ça c'est dans un article qu'on l'a montré, c'est qu'en fait les logiciels classiques auront tendance souvent à diffuser les déformations au niveau des fissures et donc pas forcément avoir un faciès de fissuration représentatif de la réalité. C'est lié à des histoires de régularisation mécanique. Donc c'est voilà, l'étude d'un matériau génie civil en corrélation d'image nécessite vraiment de prendre des pincettes et d'avoir un post-traitement très adapté, ce qui n'est pas forcément fait dans tous les cas et ce qui peut du coup amener à des résultats qui sont pas forcément représentatifs et pas forcément de bonne qualité. Et donc c'est pour ça que le post-traitement prend pas mal de temps. Typiquement, on est obligé de faire plusieurs calculs pour justement essayer de converger vers le champ de déplacement le plus représentatif possible, tout en faisant attention à ne pas augmenter les incertitudes de calcul. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Des logiciels le font clé en main. Le problème, c'est que voilà, c'est des matériaux qui sont assez complexes et donc il faut souvent se méfier de ce qui peut être fait clé en main et parfois savoir vraiment qu'est-ce qui est fait derrière pour justement avoir des résultats cohérents et bien représentatifs. Merci Merci. Louis. Est-ce qu'il y a des questions pour les spectateurs? Vous pouvez lever la main éventuellement et je vous donnerai la parole. Alors, je vois pas de questions. Je vois pas de questions arriver. Bon, vous avez les coordonnées de Louis. Si vous êtes intéressé par ses travaux, n'hésitez pas à prendre contact avec lui.
et comme ça, on va être dans les temps. Du coup, Louis, je sais que tu as une contrainte Oui. et que tu dois nous quitter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Le replay sera disponible pour les personnes qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Merci, Louis. Merci. On a évoqué le sujet des équipements, on a évoqué les sujets de modélisation numérique. On va encore changer de sujet. On va avoir donc Mona Boumaza de Vinci Construction Grand Projet qui va nous parler de matériaux et de matériaux bas carbone. Mouna était lauréate du prix Jeune Actif. Mouna, je te donne la parole. Voilà, ta présentation est à l'écran. Merci Benjamin. Bonjour à tous, je m'appelle Mouna Boumaza et je suis ingénieure matériaux béton chez Vinci Construction Grand Projet. Le sujet de cette présentation, c'est une conviction assez simple. Aujourd'hui, les solutions de béton bas carbone existent, mais leur déploiement concret reste un peu compliqué. Et ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de formulations bas carbone qui sont performantes, mais le vrai enjeu se situe souvent à l'interface entre le chantier, la recherche et la normalisation. Donc, c'est à travers cette approche intégrée, nourrie par des retours terrain, des travaux de recherche qui permettent l'innovation et un cadre normatif que l'on peut réellement faciliter le déploiement massif de béton bas carbone sur nos projets. Donc, pour situer rapidement le contexte, je travaille chez Vinci Construction Grand Projet sur des ouvrages de génie civil de grande envergure, majoritairement à l'international. Concrètement, mon rôle en tant qu'ingénieur matériaux béton, c'est de faire de l'assistance technique à ces projets sur toutes les questions liées au matériaux béton, aussi bien en phase d'appel d'offres qu'en exécution. Ça veut dire travailler sur des projets très variés, comme vous voyez sur les images à l'écran. Donc, on a des projets de barrages, des ponts, des tunnels, d'autres ouvrages industriels, avec des contraintes qui sont très différentes. Selon le pays, les normes sont différentes, la qualité des matériaux qui existent localement, elle est différente aussi. Donc, l'enjeu dans ce cadre-là est clair, déployer du béton bas carbone qui reste performant, produit avec des matériaux locaux, qui sont de qualité variée et surtout réellement applicables sur le terrain. Donc, je vous propose l'agenda suivant pour cette présentation. Je vais tout d'abord commencer par revenir brièvement sur le terme béton bas carbone, comme nous, on le définit en interne chez les CGP. Ensuite, je vous présenterai notre approche. Donc, cette technologie L plus C3, c'est une famille de formules qu'on a développées qui permet de réduire de plus de 50% les empreintes carbone de béton par rapport à une solution classique, qui est maîtrisée de la R&D jusqu'au chantier. Ensuite, je vais vous parler du béton bas carbone à l'international, comment on déploie ces solutions à l'international. Et enfin, je terminerai par vous donner des exemples concrets sur des projets sur lesquels on a travaillé et on a utilisé ces formules L plus C3. Donc, c'est quoi un béton bas carbone? Pour le moment, malheureusement, on n'a pas une définition internationale et universelle du béton bas carbone. Donc, je vais m'appuyer sur la définition que nous, on a en interne via l'approche Exégie, qui est une approche de Vinci Construction qui permet de déployer les bétons bas carbone sur tous nos chantiers. Et d'ailleurs, on a comme objectif d'utiliser 90% de béton bas carbone d'ici l'année 2030. Donc, sur l'écran, vous voyez 4 catégories de béton. Le béton classique, le bas carbone, le très bas carbone et l'ultra bas carbone. On définit ces seuils à la fois en fonction de la résistance à la compression du design à 28 jours sur cylindre et le facteur d'émission CO2 du béton en prenant en considération les modules de A1 jusqu'à A4. Donc, c'est une définition qu'on applique, nous, par défaut. Et bien sûr, lorsqu'on intervient sur des chantiers et on a dans les cahiers des charges des seuils qui sont plus faibles, on retient les seuils qui sont les plus contraignants. Maintenant, comment formuler un béton bas carbone réellement déployable à l'international? Nous, en tant que constructeurs, notre principal levier d'action, c'est de réduire le taux de clinker ou d'optimiser le taux de clinker dans nos formulations de béton, en le remplaçant par des additions minérales. Maintenant, quand on regarde les choses à l'échelle mondiale et qu'on fait un screening des additions qui sont disponibles, on constate rapidement que les matériaux les plus connus, à savoir le laitier, les cendres volantes, la famille de silice, premièrement, ne sont pas disponibles partout.
Et là où ils le sont, les volumes ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Dans ce contexte, il y a deux matériaux qui apparaissent aujourd'hui comme les plus prometteurs pour un déploiement à grande échelle, à savoir c'est le filaire calcaire et les argiles calcinées. Donc, on s'est inspiré fortement du concept LC3, donc Limestone Calcined Clay Cement, mais en l'adaptant à nos projets. Cela nous a conduit à développer une gamme de formulations L plus C3, dont la principale différence par rapport au LC3 classique réside dans les proportions utilisées. Concrètement, dans nos bétons, on utilise beaucoup plus de filaire calcaire, de l'ordre de 60%, contre environ 15% pour le LC3 50 par exemple, et on complète avec des fines réactives comme le métakaolin, la fumée de silice ou autres additions qui sont fines, de 10 jusqu'à 15% maximum pour compenser la quasi nulle réactivité ou très faible réactivité du filaire calcaire et améliorer les performances de nos bétons. Donc, notre premier objectif, c'est d'avoir des formulations très bas carbone, voire ultra bas carbone, qu'on développe bien sûr avec une approche performantielle, tout en restant isocoût par rapport à des solutions qui sont classiques. Les bétons doivent être déployables sur différentes applications. Concrètement, on a des formulations qui ont été développées pour des applications bâtiments avec des consistances différentes. On a du S4, on a des BAP aussi. Pour les fondations profondes et aussi pour le génie civil, les superstructures, les bétons de classe de résistance qui vont jusqu'à C40-50. Ensuite, concernant la durabilité, les formulations ont été évaluées vis-à-vis des principaux environnements d'exposition qui sont les plus agressifs. Donc, l'exposition au chlorure, la classe XS3, carbonatation XC3, les attaques chimiques et aussi le gel des gels. Et enfin, dès le départ, notre objectif, c'était d'avoir des bétons compatibles avec un déploiement à l'international. Donc, on a testé également des matériaux dans les pays où on intervient beaucoup, à savoir l'Angleterre. On a des métakaolins de l'Australie, on a des métakaolins du Canada et des États-Unis qu'on est en train de tester chez nous. Alors, sur la question de l'approche performantielle. Le cadre aujourd'hui, il est très bien maîtrisé en France. Donc, on a le fascicule de documentation, le FDP 18480, qui couvre complètement ce type d'approche pour la durabilité des bétons. En revanche, en dehors de la France, il y a très peu de référentiels normatifs actuellement qui donnent des seuils de performance clairs pour différentes classes d'exposition. Et dans ce contexte, notre référence de base, c'est le FIB Model Code, et en particulièrement son background document, le bulletin 112. Ces documents, donc le FIB Model Code, il introduit les Level of Approximation, les 5 que vous voyez ici. Et l'un d'eux correspond précisément à une approche performantielle basée sur des essais et des indicateurs de durabilité. Donc ici, je vais partager avec vous quelques résultats qu'on a obtenus avec les formules L plus C3. Donc le premier résultat que vous voyez à l'écran, c'est les propriétés à l'état frais. Donc, tout d'abord, il y a un point important à souligner, c'est que pour atteindre les consistances et les maintiens de durabilité souhaités, il a fallu tester plusieurs solutions d'adjuvants parce que cette technologie L plus C3 est encore relativement nouvelle et les adjuvants que l'on utilise classiquement pour des bétons à base de Portland, seul par exemple, laitier, ils n'ont pas fonctionné directement sur les technologies L plus C3. Donc, malgré cela, vous voyez sur l'écran qu'on obtient un maintien de durabilité satisfaisant sur environ 2 heures avec un cône inversé inférieur à 5 secondes, ce qui traduit un bon comportement à l'état frais du béton, donc c'est-à-dire un béton qui n'est pas très collant et correctement ouvrable. En revanche, pour certaines formulations, par exemple les fondations profondes, avec une durée pratique d'utilisation de l'ordre de 4 heures, voire plus, il y a encore des difficultés à partir de 3 heures de maintien, donc c'est un point qu'on est en train d'améliorer en ce moment. Maintenant, si on passe aux performances mécaniques, donc les résistances à la compression, là, on retrouve un comportement qui est assez typique des bétons bas carbone, c'est-à-dire à jeune âge, les résistances restent modérées, ce qui est cohérent avec la forte réduction du clinker et l'utilisation des additions. En revanche,
on observe une montée de résistance qui est très marquée à moyen et long terme, avec des niveaux à 28 jours et à 90 tout à fait satisfaisants. Aussi bien pour les formulations S4 à base de métacablin que le BAP. Donc, ce type de cinétique, il est particulièrement intéressant car il permet d'atteindre les performances mécaniques durables compatibles avec les exigences de dimensionnement. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de résistance à la compression de design à 28 jours, mais il serait opportun dans le futur, par exemple, de définir le dimensionnement à 56 jours, par exemple. C'est ce qu'on commence à voir dans quelques pays dans lesquels on intervient pour prendre en considération le développement des bétons bas carbone sur ces projets. Alors, sur la durabilité, dans un premier temps, on s'est appuyé sur le fascicule de documentation 18480. Donc, les essais ont été réalisés selon les normes listées dans ce fascicule de documentation. Donc, vous voyez, les résultats montrent sur le tableau, déjà, on a une migration des chlorures qui est compatible avec la classe XS3 sur une durée de vie de 100 ans. Donc, c'est le critère le plus exigeant de la norme. Nous avons un faible retrait à 28 jours. Nous avons un dégagement de chaleur qui est bien faible. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que nous, notre périmètre d'intervention, c'est les grands projets. Qui dit grand projet dit pièces massives à bétonner. Et pièces massives à bétonner, elles sont susceptibles à faire de la réaction sulfatique interne et aussi très sensibles au différentiel thermique et à la fissuration d'origine thermique. Donc, on a intérêt à avoir des bétons qui dégagent très peu de chaleur pour supprimer ces risques-là. Donc, comme vous voyez aussi pour l'agressivité chimique, donc on est compatible classe X à 3, donc nos performances sont conformes, pardon. Et enfin, même pour la carbonatation, nous avons réussi à avoir une résistance une résistance à la carbonatation compatible avec une durée de vie 100 ans en environnement XC3. Pourquoi j'insiste sur la vitesse de carbonatation? Parce que la carbonatation est souvent un point critique pour les bétons bas carbone. Mais ici, en optimisant la formulation et en affinant la microstructure, on montre qu'il est possible d'atteindre une conformité XC3 100 ans, malgré une forte réduction de clinker. Et enfin, concernant le facteur d'émission CO2, nous, on a des formules qui ont un facteur qui est de l'ordre de 160 kg de CO2 par mètre cube, donc soit environ plus de 40% de réduction par rapport à un béton classique fait à base de Portland uniquement. Maintenant, à l'international. Comment déployer ces solutions L plus C3? Donc, à l'international, il existe très peu de cadres normatifs basés sur l'approche performantielle. Dans la majorité des cas, les critères sont définis au niveau du projet et le niveau d'innovation, il dépend beaucoup de l'ouverture du client à la réalisation de ce type de solution. Donc là, notre principal référentiel, ça va être le FIB Model Code et son background document, donc le bulletin 112. Dans le bulletin 112, nous avons aussi des normes d'essai qui sont listées et la performance et des seuils de performance aussi. Donc, l'interprétation a été faite sur cette base-là lorsque c'était possible. Pour certains indicateurs, par exemple, comme pour la carbonatation, il n'existe pas de seuils qui sont clairement définis. L'analyse, elle doit être menée au cas par cas en s'appuyant, par exemple, sur une approche probabiliste en utilisant les modèles qui sont dans le FIB bulletin 34, par exemple. En revanche, pour les autres indicateurs liés aux propriétés du transport, les résultats montrent qu'on a une très faible pénétrabilité, ce qui traduit une microstructure qui est assez dense et a un bon niveau de durabilité pour les formulations L plus C3. Donc, là, je vous montre quelques exemples concrets de déploiement sur le chantier. Donc, les formulations L plus C3 ont déjà été mises en œuvre sur des applications qui sont variées. Des applications en bâtiment, on a des glissières en béton armé et on a aussi des ouvrages génie civil comme les voussoirs de tunnels dans le cadre du projet d'un métro. Ces premiers retours donc, montrent que la solution elle est opérationnelle
tout en mettant en évidence les axes d'optimisation. Par exemple, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a encore des axes d'optimisation concernant le maintien de fluidité quand ça dépasse 4 heures, les résistances de jeûnage en fonction des critères du chantier de la résistance au jeûnage, par exemple, lors du décoffrage, surtout pour les projets du bâtiment. Donc, pour conclure, j'aimerais souligner le fait qu'aujourd'hui, c'est possible de déployer les bétons bas carbone, très bas carbone sur les grands projets de génie civil tout en visant des durées de l'ordre de 100 ans. Mais cette démarche, elle repose sur une articulation étroite entre la R&D qui permet l'innovation, le chantier qui nous donne les besoins réels et la normalisation qui permet de rendre ces innovations réalisables sur le terrain. Et là, je partage avec vous une liste de références d'articles qu'on a publiés sur le sujet si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Mouna. Avant de donner la parole à Bruno Godard qui a une question, moi j'en ai une. Donc vous utilisez des métacalins, mais on sait que sur les données en termes d'émissions, changement climatique, sur les métacalins, il y a des fortes diversités, notamment liées au sujet de la cuisson entre calcination flash et calcination traditionnelle. Comment, du coup, vous prenez ce paramètre en question? Finalement, c'est une question d'approvisionnement de matériaux. Ça, c'est un premier sujet, première question. La deuxième question, c'est en approche performantielle, évidemment, il faut être très vigilant là aussi sur les approvisionnements. Il faut éviter autant que possible les variabilités sur les constituants. Oui, Donc, est-ce que c'est un sujet que vous arrivez à maîtriser de façon opérationnelle? Et troisième question, bon, on sait que les essais de durabilité pour la justification performationnelle, ils peuvent être longs. Euh, Aujourd'hui, il faut des délais de préparation qui sont adaptés à la durée de ces essais. Vous avez cité un exemple pour un CHU, donc plutôt un bâtiment, mais ma question finalement, c'est est-ce qu'il y a un seuil d'opération à partir de lequel, de façon temporelle, on peut légitimement voilà, basculer sur une approche performantielle telle que vous la proposez. Voilà. Est-ce qu'il y a un volume de béton? Est-ce qu'il y a une notion de ce type-là? merci Benjamin. Pour la première question, le facteur d'émission CO2 des métakaolins qu'on prend en considération dans le calcul de facteur d'émission de nos bétons, ça vient d'une DEP officielle de notre fournisseur. Donc, une déclaration environnementale produit. Que ce soit en France ou hors France, parce qu'on a testé également des métakaolins qui viennent de l'Australie, qui viennent du Canada, qui viennent des États-Unis. Donc, ça dépend du produit qu'on est en train de tester. Tout à Mais fait. vous utilisez la donnée environnementale du produit, donc OK. Exactement. Oui, tout à fait. Votre deuxième question, pardon, La deuxième question, c'était sur la variabilité des constituants, Oui, la maîtrise opérationnelle. Et puis après, la temporalité, est-ce qu'il y a le seuil d'une opération finalement qui permet de basculer d'une approche formulation classique à une approche performantielle? exactement. En fait, quand on décide d'aller vers une approche performantielle, bien sûr, tout s'anticipe. Donc, on prend en considération la durée des essais dans le planning. En ce qui concerne la variabilité des produits, donc, on demande le maximum d'informations de nos fournisseurs, par exemple les autocontrôles, les contrôles de qualité, pour voir quelle est la plage de variabilité et quels sont les paramètres qui vont influer le plus notre formulation de béton et qui vont faire, par exemple, changer la consistance, qui vont faire chuter ou améliorer les résistances à la compression, etc. Donc, tout ça est en effet pris en compte lors de la phase étude au laboratoire. Et donc, on essaie de demander des lots, par exemple, des lots spécifiques de matériaux qui correspondent à différentes fourchettes de variabilité de la propriété en question.
qu'on est en train de regarder. Et la troisième, pour répondre à votre troisième question, ça c'est plus stratégique, c'est projet par projet. Oui, en fait, ça dépend vous avez complètement raison, ça dépend de la taille du projet. Donc, et comme je l'ai dit pendant la présentation, et de l'ouverture d'esprit du client et son ouverture à l'innovation et à la question environnementale. Et évidemment, l'approche performantielle, il faut qu'il y ait l'accord de toutes les parties et qu'elle soit bien sûr engagée dans cette démarche. Je vais laisser la parole à Bruno Godard. Bruno, je te permets d'intervenir pour poser ta question. C'est le plus sympa, je trouve. Oui, d'accord. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, Oui. Alors, je voulais savoir ce qu'il en était de la résistance à la traction, c'est-à-dire est-ce qu'elle suit à peu près les mêmes règles qu'un béton traditionnel. Qu'est-ce qu'il en est du fluage? Qu'est-ce qu'il en est de la protection vis-à-vis de la corrosion des aciers? C'est-à-dire, est-ce que le pH du matériau et la réserve de portlandite est suffisante? Et puis aussi, je rajouterais, qu'est-ce qu'il en est de la résistance au feu? Voilà. je vous remercie de votre question. Pour tout ce qui est essais liés au fluage là, et la traction, donc aujourd'hui, on a des essais qui sont en cours. Je n'ai pas encore les résultats que je peux communiquer. Pour le pH, ce qu'on a lancé il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'est on a des dalettes avec différentes formulations du L+C3 qui sont exposées à l'environnement réel avec des capteurs à l'intérieur de pH et nous sommes en train de voir en fait l'évolution du pH à l'intérieur sous des conditions réelles. Bien sûr, les dalettes ont été précarbonatées avant et exposées, elles étaient sous les intempéries pour voir est-ce qu'il y a un risque pour suivre en fait les risques de développement de la corrosion induite par la carbonatation. D'accord. Et pour la résistance au feu, vous avez déjà fait quelques La essais? résistance au feu, ça n'a pas encore été, ça Ah, n'a pas été encore été étudié. étudié. Non. D'accord. En tout cas, du point de vue de traction directe, vous n'avez pas d'informations. Pas pour l'instant. Non, parce que c'est important vis-à-vis de Oui, l'adhérence des armatures, de exactement. l'ancrage, etc. Hein. Ouais. C'est en cours, oui, tout à fait. Peut-être que Mouna republiera de nouveaux articles dans les mois prochains sur ces sujets. Oui, oui, tout à fait. On est impatient. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mouna? Alors, je vois pas d'autres mains levées. N'hésitez pas. Bon, il y a les coordonnées de Mouna hein, qui ont été indiquées et qui sont disponibles, qui sont à l'écran et qui seront disponibles dans la présentation sur le site. Écoutez, Mouna, merci beaucoup Merci à pour vous. cette intervention. Et puis, évidemment, j'englobe également Gaëtan et puis Louis d'avoir pris le temps de présenter leur projet et on leur souhaite une bonne suite dans leur carrière professionnelle. Je pense que vous avez, avec ces trois exemples, un exemple remarquable de jeunes qui sont motivés et qui vont apporter encore dans les années à venir beaucoup à la profession. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais juste rappeler les prochaines dates des webinaires de l'AFGC. Alors, on va faire une pause au mois de mai, le mois de mai qui est un petit peu compliqué, mais on reprendra le 4 juin avec un webinaire qui va être consacré à l'adaptation des ports à l'éolien offshore, qui sera une présentation qui sera faite par Sylvie Ezran de CETEC TPI. Et ensuite, le 2 juillet, un élargissement en BFUP du pont de la Villeneuve à Brest, avec une intervention qui sera faite par Azouz Benaoui et Ziad Ajar pour Sistra. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.